La vapeur épaisse des marmites recouvrait la cuisine du château nocturne comme un voile constant, une étreinte humide et chaude qui s'agrippait à la peau et à l'âme. Pour Elena, c'était l'arôme de son existence, un mélange indélébile de bouillon frémissant, d'épices exotiques et de la douceur terreuse des légumes fraîchement coupés. Depuis l'âge de 12 ans, c'était sa demeure, un sanctuaire de bruit et de labeur incessant, où sa présence se diluait, devenant aussi invisible que l'air qu'elle respirait. Ses mains, petites mais calleuses, connaissaient le poids exact de chaque ustensile, la température précise de chaque four, le rythme épuisant de chaque journée. Elle était une oméga sans nom, sans lignage, sans voix. Les dames nobles, créatures éthérées qui flottèrent dans les couloirs avec leur soie bruissante et leur rire cristallin, s'aventuraient rarement au-delà de l'antichambre de la cuisine. Mais quand elles le faisaient, leurs regards se posaient sur Elena comme des poignards de glace, scrutant ses haillons tachés de suie, ses cheveux bruns toujours attachés sous un foulard graisseux, et ses yeux profonds qui, par instinct, évitaient le contact. « La petite rate de cuisine », murmurait-elle, et l'écho de leur mépris se plantait au plus profond de la poitrine d'Elena, une vieille blessure qui ne guérissait jamais. Elle avait appris à se faire toute petite, à disparaître, à faire de sa vie une succession de mouvements silencieux et efficaces. C'était la seule façon, croyait-elle, de survivre un jour de plus. Son monde était petit, limité aux 4 murs de la cuisine, aux garde-manger labyrinthiques et à une paillasse étroite dans la zone de service. Au-delà, il y avait le monde majestueux et terrifiant des Lycans, les alphas comme le roi Kellen, des êtres d'un pouvoir incompréhensible. Les bêtas, nobles et guerriers, qui servaient fidèlement. Et en bas, dans la fange de la hiérarchie, les omégas, oubliés et méprisés. Mais malgré la cruauté, Elena gardait en elle une étincelle, une résilience forgée dans l'adversité, une ruse silencieuse qui lui permettait de lire les intentions cachées derrière chaque sourire forcé et chaque parole aimable à la cour. Elle avait observé depuis l'ombre, comprenant que le pouvoir ne résidait pas toujours dans la force brute, mais dans les liens, les faveurs, les faiblesses d'autrui. Une compassion inébranlable la poussait à partager ses maigres restes de nourriture avec les souris qui se faufilaient par les fentes ou à ranimer en secret les plantes mourantes de la cour, leur murmurant des promesses de vie qu'elle ne se croyait pas mériter elle-même. Elle se voyait comme une ombre, une tâche insignifiante qui, si elle se faisait remarquer, n'attirerait que plus de douleur. Une nuit, alors que la lune projetait de longues ombres sur les murs du château, Elena s'aventura dans les garde-manger à la recherche des dernières noix pour le gâteau du petit déjeuner. L'air était froid et immobile. Le seul bruit était le craquement de ses propres pas. La faible lueur de sa lanterne dansait sur des étagères chargées de provisions, créant un jeu de lumière et d'ombre qui, un instant, la fit se sentir seule, mais étrangement en paix. Ce fut un moment fugace. Une ombre se détacha de l'obscurité, bloquant la sortie. Le prince Damian, le frère cadet du roi Kaylen, un homme connu pour sa cruauté et ses yeux avides, se dressa devant elle. Le cœur d'Elena fit un bond, frappant contre ses côtes comme un oiseau en cage. L'odeur d'alcool dans l'haleine de Damian était écœurante. Son sourire, un rictus prédateur. Une peur glaciale s'empara d'elle, la paralysant. Ses supplications s'étouffèrent dans sa gorge tandis que le prince la coinçait, ses mains larges et rudes, s'agrippant à elle avec une force brutale. La lanterne tomba, s'éteignant avec un claquement sec et les plongeant dans une obscurité presque totale, seulement rompue par la faible lumière qui filtrait d'une haute fenêtre. La terreur devint un hurlement muet dans sa tête alors que la violence l'enveloppait. Chaque coup, chaque attouchement, chaque parole cruelle se gravait dans sa mémoire, laissant une marque plus profonde que le sang qui coulait maintenant de son cou, de ses bras. C'était le prix à payer pour être vue, pour cesser d'être invisible. Quand Damian la relâcha enfin, son rire résonna sur les murs du garde-manger comme une condamnation. Elena se recroquevilla sur le sol froid, une boule de douleur et d'humiliation, essayant d'empêcher son corps tremblant de faire du bruit. Le prince partit, la laissant seule avec l'obscurité et l'écho de sa propre agonie. Avec le peu de force qui lui restait, elle se traîna à la recherche de son tablier. Le tissu, déjà taché par la sueur et la graisse de la journée, s'imbibait maintenant du rouge sombre de son propre sang. Elle le noua avec des mains tremblantes, le serrant sur ses blessures, convaincue que personne ne le remarquerait ainsi. Une oméga blessée n'était qu'une oméga de plus, une insignifiance que le monde oublierait au lever du jour.
Si un instant elle songea à le dénoncer, la peur la dévora entièrement. Qui croirait une servante contre un prince? C'est elle qu'on condamnerait. Sa seule option était de retourner à l'invisibilité, de penser ses blessures en silence, et d'espérer que le soleil du matin effacerait les horreurs de la nuit. Tandis qu'Helena se traînait vers sa paillasse, chaque pas une agonie silencieuse, une aura de pouvoir se propageait dans les couloirs supérieurs du château nocturne. Le roi Caëlène de la lune cramoisie, un être d'une stature immense et aux yeux glacials, s'arrêta brusquement dans son bureau. Un changement subtil dans l'air, une nuance imperceptible pour les humains, avait capté son attention. Une odeur. Ce n'était pas le parfum habituel des dames, ni l'encens brûlé dans la grande salle. C'était quelque chose de plus primitif, de plus urgent. L'arôme doux et métallique du sang frais mêlé à l'odeur âcre de la peur. Ses sens, affinés par des siècles d'existence liquant, s'aiguisèrent. Il pouvait détecter les émotions de sa meute, le pouls vital de son château, le moindre déséquilibre. Et ceci était un déséquilibre, un instinct primordial, longtemps endormi sous le poids de la responsabilité et de la solitude, s'éveilla en lui en rugissant. C'était une odeur inconnue, mais en même temps étrangement familière, un appel qui le poussait vers la source. Sans un bruit, avec la grâce létale d'un prédateur, Caëlène quitta son bureau et descendit les escaliers de pierre. Ses pieds effleuraient à peine le sol, sa silhouette imposante une ombre puissante dans la pénombre. Chaque fibre de son être le guidait, suivant la piste la plus ténue. L'odeur s'intensifiait, l'entraînant à travers les couloirs secondaires, ignorés de la noblesse, jusqu'aux entrailles du château. Les cuisines. L'arôme du sang et de la peur se mêlait maintenant à la faible trace du prince Damian. La reconnaissance alluma une fureur froide dans le cœur de Caëlène. En entrant dans la vaste cuisine, la chaleur et les odeurs habituelles le frappèrent, mais ses yeux d'un bleu glacial se fixèrent immédiatement sur la silhouette courbée qui tentait de passer inaperçue, collée au mur, un vieux tablier couvrant son corps. C'était Helena. Il la vit se recroqueviller encore plus sous son regard, comme si elle pouvait disparaître. Mais l'odeur de sang frais était écœurante près d'elle. Il s'approcha d'elle d'un mouvement si rapide qu'Helena eut à peine le temps de réagir. Sa main, grande et forte, saisit son bras, mais sans brusquerie, seulement avec la fermeté de celui qui n'accepte pas de dérobade. Ses yeux, qui pouvaient glacer l'âme, se plantèrent dans les siens, et dans l'abîme de sa peur, il vit la vérité, la terreur, la douleur, l'humiliation. Et puis, ses yeux descendirent vers le cou d'Helena. Là, malgré les tentatives d'Helena pour les cacher avec ses cheveux lâchés et le col de sa blouse déchirée, se trouvaient les marques rougeâtres, fraîches, indiscutables. Des marques de griffes, de doigts, d'une agression brutale. Une fureur primitive, plus ancienne que le temps, explosa à l'intérieur de Caëlène. Une rage qui était restée endormie pendant des siècles se déchaînait maintenant avec une intensité qui fit trembler l'air. C'était une fureur implacable, absolue. Son frère. Il réalisa que ce n'était pas seulement une attaque, c'était un outrage à la plus innocente, à la plus vulnérable. Et plus encore, c'était un outrage à la sienne. Le lien ancestral, le lien qu'il avait attendu pendant des siècles, brûlait dans sa poitrine avec une clarté aveuglante. Cette petite Oméga effrayée, cette femme invisible aux yeux du monde, était son âme sœur. Cette même nuit, le château nocturne trembla. Des cris inhumains, gutturaux et déchirants résonnèrent dans les couloirs, faisant vibrer les murs de pierre. Ce n'étaient pas des cris de guerre, mais ceux d'une justice barbare et indéniable. C'étaient les sons de la fureur d'un roi lycan déchaîné, l'écho d'un prédateur primaire réclamant ce qui était sien. Personne dans le château n'osa sortir de ses appartements. La terreur dans l'air était palpable. Les dames nobles se blottirent dans leurs lits. Les gardes serrèrent leurs armes, sachant que quoi qu'il se passe, ce n'était pas une affaire de mortels. À l'aube, un silence de mort était tombé sur le château. Le prince Damian avait disparu pour toujours, son existence effacée comme s'il n'avait jamais existé. Et Helena, la servante Oméga, la rate de cuisine invisible, fut transférée dans les appartements royaux, dans une chambre luxueuse dont elle n'aurait jamais pu rêver, avec des vêtements doux et un lit à baldaquin qui sentait la lavande, et quelque chose d'autre, quelque chose de protecteur et de fort, qui était l'odeur même du roi. Les servantes qui s'occupaient d'elle le faisaient avec un mélange de peur et de respect. Toute la cour, du plus humble des serviteurs au plus fier des bêtas, comprit le message sans qu'un mot ne soit prononcé. Toucher à la protégée personnelle du roi signifiait signer son propre arrêt de mort. Le lien de Caëlène
avait été reconnue par lui publiquement, indéniablement, mais Helena, enveloppée dans le luxe de sa nouvelle prison, ne ressentait que de la peur et une profonde confusion. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi elle? Et quel serait le prix de cette visibilité nouvelle? Si la lutte d'Helena vous a ému et que le mystère de son ascension vous intrigue, préparez-vous, car cette histoire commence à peine à révéler ses véritables rebondissements. Sa vie ne serait plus jamais la même, et le chemin à parcourir serait semé d'épreuves et de défis que ni elle ni le puissant roi Lycan ne pouvaient encore imaginer. La soie la plus fine semblait étrange contre la peau tannée d'Helena, rêche malgré sa douceur. Les appartements qui lui avaient été assignés étaient vastes, avec des plafonds voûtés et de hautes fenêtres donnant sur les jardins royaux. Un monde d'un vert exubérant qui contrastait avec la suie et la vapeur de ses anciens domaines. Mais malgré le luxe indéniable, Helena se sentait en cage. Les murs dorés étaient d'un plus oppressants que ceux de la cuisine. Chaque meuble sculpté, chaque tapisserie complexe, chaque bijou sur la commode était un rappel constant de sa place, ou plutôt de l'incongruité de sa présence ici. D'Oméga à protéger du roi. C'était un saut abyssal, illogique, et son esprit, forgé dans l'humilité et le mépris, refusait de l'accepter. Les yeux de la cour, autrefois indifférents, la suivaient maintenant avec une curiosité glaciale, teintée de mépris. Les murmures, autrefois lointains, tourbillonnaient maintenant autour d'elle, comme un essaim de guêpes invisibles. La servante, elle, une Oméga sans lignage. Le roi a dû perdre la tête. Chaque regard, chaque rire étouffé, était un coup qui renforçait ses pires craintes. Elle était vue, oui, mais pas avec respect ou admiration, mais comme une anomalie, un caprice du roi. Parmi la constellation de visages hostiles, un brillait d'une intensité particulièrement venimeuse. Lady Serafina Volkov, belle, avec des cheveux aussi sombres que la nuit et des yeux qui promettaient 1000 délices. Serafina était l'incarnation de l'ambition Lycan. Elle se positionnait depuis des années, une bêta de lignage impeccable. Le futur évident pour le trône aux côtés du roi Kellen. Voir Helena, une simple servante, occuper la place qu'elle croyait sienne, était un affront insupportable. Ses sourires étaient doux, mais ses paroles étaient des flèches. Quel dommage que la pauvre fille doive s'habituer à tant de luxe, vous ne trouvez pas? Elle doit sûrement regretter la chaleur des marmites, le simple plaisir du travail manuel. Certains naissent pour l'or, d'autres pour le fer. Sa voix, mélodieuse et tranchante, était une arme qu'elle utilisait avec maîtrise, semant le doute et le ressentiment parmi les autres nobles. Helena se recroquevillait sous le poids de cette attention non désirée. Son conflit intérieur était un tourbillon constant. Son passé d'humiliation lui murmurait qu'elle était indigne, que toute attention était un piège menant à une plus grande douleur. Elle se sentait comme une usurpatrice, une imposture sur le point d'être découverte. Comment une Oméga comme elle, marquée par la saleté et la violence, pourrait-elle mériter la protection du roi, l'adoration attribuée à une compagne? Elle se croyait une nuisance, un fardeau, et aspirait désespérément à retourner dans l'obscurité de son invisibilité. Elle essayait de passer inaperçue même dans ses nouveaux appartements, mangeant peu, parlant moins, et observant le monde qui s'ouvrait devant elle avec un mélange de fascination et de terreur. Mais Kailen ne la laissait pas disparaître. Sa présence, imposante et constante, était un rappel quotidien de son nouveau statut. Il lui avait assigné des gardes personnels, 2 Lycan bêta aussi stoïques que loyaux, qui la suivaient comme des ombres protectrices. Il lui fournit une suite de dames de compagnie qui la vêtirent de robes exquises, malgré son malaise, et des précepteurs qui tentèrent de lui enseigner les coutumes de la cour, l'histoire de son royaume, les arts de la conversation. Helena, bien que réticente, absorbait chaque leçon, son intelligence vive captant des détails que d'autres auraient manqués. Kellen lui rendait visite les après-midi, après ses devoirs royaux. Il n'y avait pas de hâte dans ses yeux bleus, seulement une patience qui l'effrayait et la calmait à la fois. Il ne la touchait pas, sauf pour la guider doucement par le bras ou pour retirer une mèche de cheveux de son visage. Ses gestes étaient des minimes, mais chargés d'une tendresse qu'Helena ne comprenait pas. Pour lui, le lien ancestral brûlait dans sa poitrine avec une certitude inébranlable. Elle était sienne, son âme sœur, la femme qu'il avait attendue pendant des siècles, mais il savait que son traumatisme était profond et que la brusquer ne ferait que l'éloigner. Un après-midi, alors qu'Helena essayait sans grand succès de coudre un ourlet à sa nouvelle cape, une habitude qui lui rappelait ses jours en cuisine, l'aiguille glissa, se plantant profondément dans son doigt. Un petit cri s'échappa de ses lèvres et le sang perla sur le tissu. Kellen, qui venait d'entrer dans la pièce et dont l'ouïe Lycan était surnaturelle, fut à ses côtés en un instant.
Ses yeux se fixèrent sur la petite blessure. Elena se recroquevilla, s'attendant à une réprimande pour sa maladresse, pour son sang versé. Mais Kaylen prit seulement sa main avec délicatesse, son pouce rugueux effleurant la blessure. Il appela l'une des dames de compagnie pour qu'elle apporte des bandages et un désinfectant. Puis, avec une concentration presque révérencieuse, il nettoya la blessure et la banda lui-même. Le contact de ses doigts, grands et forts, mais si doux, envoya un frisson le long du bras d'Elena. « Tu n'as pas besoin de faire ça, Elena, » dit-il. Sa voix était grave comme un tonnerre lointain, mais étonnamment douce. « Tu as des servantes pour ces tâches. » Elena détourna le regard, honteuse. « Je suis habituée à faire les choses moi-même, votre majesté. » Kaylen soupira. Un son qui vibra dans l'air. « Tu n'en as plus besoin. Tu es protégée, toujours. » Et dans ses yeux, elle ne vit ni obligation ni devoir froid, mais quelque chose de plus profond, quelque chose d'authentique. C'était la première fois que la protection du roi ne ressemblait pas à une cage, mais à une étreinte. Une petite fissure s'ouvrit dans les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. Les nuits suivantes, Kaylen commença à partager avec elle les fardeaux de sa couronne. Il parlait des responsabilités, de la solitude inhérente à sa position, des siècles vécus en silence, aspirant à une connexion qu'il croyait ne jamais trouver. Sa voix, habituellement autoritaire, devenait mélancolique, révélant une vulnérabilité que peu, voire aucun, n'avait jamais vue. Elena, de son côté, continuait d'observer, mais maintenant elle ne remarquait pas seulement les moqueries de la cour, mais aussi les petites injustices, le mécontentement des serviteurs à cause de rations maigres, le regard furtif d'un garde qui semblait trop intéressé par les mouvements de Lady Seraphina, l'inefficacité de certains intendants. Son acuité, forgée à la base de la hiérarchie, lui permettait de voir des fissures dans le majestueux engrenage du château que Kaylen, depuis sa tour d'ivoire, avait manqué. Un jour, lors d'une de leurs conversations, Kaylen se plaignit d'un retard dans la livraison de fournitures cruciales pour les écuries. Elena, avec un calme qui la surprit elle-même, commenta « Si vous me le permettez, votre majesté, j'ai remarqué que l'intendant des écuries, Lord Garrett, semble très occupé dans les salles de jeu de la ville. C'est peut-être pour cela que les commandes sont retardées. Le chef cuisinier se plaint souvent de son manque d'attention. » Kaylen la regarda. Ses yeux bleus fixés sur les siens, il y avait une pointe de surprise dans son regard, puis une compréhension. La simple servante Oméga avait vu quelque chose que ses espions et conseillers, aveuglés par les apparences, avaient en manqué. Cette nuit-là, Lord Garrett fut remplacé et les fournitures arrivèrent à temps. La perspective de Kaylen changea. L'intelligence d'Elena n'était pas celle des livres ou de la stratégie militaire, mais une sagesse pratique et observatrice. Inestimable. Ce qui allait suivre mettrait à l'épreuve la véritable force de ce lien naissant, car les ombres du passé et l'ambition des autres rôdaient, prêtes à détruire toute lueur de connexion entre le roi et l'Oméga. Lady Seraphina, voyant qu'Elena, loin de disparaître, commençait à gagner un étrange respect de la part du roi, décida que les murmures ne suffisaient plus. Il était temps de passer à une action plus directe. Elle manipula un cuisinier rancunier, un homme nommé Théron, lui promettant de l'or et une meilleure position s'il parvenait à discréditer Elena. Théron, aveuglé par l'envie et la cupidité, attendit le bon moment. Une nuit, un précieux collier de perles de la dame de la maison fut déclaré volé. Théron, suivant les instructions de Séraphina, sema la suspicion. « J'ai vu la nouvelle protégée du roi rôder près des appartements de la dame, votre majesté. Et ses goûts ont beaucoup changé depuis qu'elle a quitté la cuisine. Qui sait quels autres luxes elle désirera ?» L'accusation se répandit comme une traînée de poudre. Elena fut convoquée devant le Grand Conseil, une salle imposante, où les visages des anciens, de vieux loups aux cheveux d'argent et aux regards sévères, jugeaient avec le poids de la tradition. Les accusations pluvaraient sur elle. L'humiliation l'envahit. Kaylen, assis sur son trône, observait, son visage un masque de glace. Mais Elena, se souvenant de la gentillesse de Kaylen, de la façon dont il avait bandé son doigt, de leur solitude partagée, rassembla un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Je connais Théron, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « C'est un homme au bon cœur, mais il a une faiblesse pour le jeu et les dettes. Et j'ai remarqué que Lady Seraphina lui a accordé beaucoup d'attention ces derniers temps, ce qui est inhabituel pour une dame de son rang avec un simple cuisinier. » Kaylen leva une main, faisant taire la salle. Ses yeux se plantèrent dans ceux de Théron. Lord Garrett avait aussi une faiblesse pour le jeu. « N'est-ce pas, Théron ?»
L'implication était claire. Kellen avait appris à lire entre les lignes grâce à Elena. La vérité fut révélée. Serafina avait manipulé le cuisinier non pas pour voler, mais pour incriminer. Le collier fut retrouvé plus tard, habilement caché dans un endroit où seuls Théron et Serafina auraient pu le placer. Théron fut renvoyé, et Serafina, bien qu'elle ne pût être directement punie en raison de sa haute position, fut publiquement humiliée, son plan démantelé par la ruse de l'Oméga. La cour, bien qu'encore réticente, commença à voir une force inattendue en Elena. Mais la victoire fut éphémère. Le Conseil des Anciens, un groupe de loups lycans attachés à la pureté du sang et aux traditions ancestrales, avait été profondément troublé par les récents événements. La protégée du roi s'était avérée être plus qu'un caprice, et cela était dangereux. Poussée par Serafina, qui opérait maintenant avec plus de prudence, mais avec une fureur redoublée, les Anciens décidèrent d'agir. Ils convoquèrent Kellen à une audience formelle. Le chef du conseil, Lord Fenris, un homme de plusieurs siècles avec une aura d'autorité immuable, parla au nom de tous. « Votre Majesté », commença-t-il, sa voix résonnant du poids de la tradition. « Le royaume a besoin de stabilité, de succession, de la pureté de la meute. Il est impératif que vous preniez une lune, et cette lune doit être une lycan de noble lignage, digne de porter votre nom et d'assurer notre avenir. Le temps des caprices doit cesser. Il est temps d'envisager un mariage approprié. » La salle tomba dans un silence tendu. La demande était un affront direct à Elena, une déclaration publique qu'elle, une Oméga sans nom, ne pourrait jamais être la reine. Kellen, le visage impassible, regarda les anciens. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Elena, qui se tenait à côté, le corps raide, le cœur se serrant face à la dure réalité de sa position. Elle avait été élevée, oui, mais elle restait une Oméga, une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Le lien ancestral entre eux, indéniable pour Kellen, était pour le reste du monde une insulte. Le roi devait choisir sa connexion d'âme naissante ou la stabilité de son royaume et les traditions de son peuple. La cage dorée d'Elena venait de devenir beaucoup plus petite et étouffante. L'écho des paroles de Lord Fenris, résonnant du poids de siècles de traditions lycan, se planta dans le cœur d'Elena comme un poignard glacé. Un mariage approprié, avait-il dit. Une noble lycan, une autre qu'elle. Kellen, le visage impassible, avait gardé le regard fixé sur le conseil, son silence plus assourdissant que n'importe quelle réplique. Mais Elena, debout à ses côtés, sentit le coup. Son esprit, déjà fragile après des années d'humiliation, lui murmurait que c'était inévitable. Elle était une intruse, un fardeau. Le luxe qui l'entourait, les gardes qui la protégeaient, les attentions du roi. Tout était une illusion qui s'effondrait maintenant sous le poids de la réalité. La nuit qui suivit l'audience fut une agonie silencieuse. Elena se blottit dans l'immense lit, la soie douce lui semblant être des chaînes. Chaque son du château, chaque craquement de bois, chaque souffle du vent contre la fenêtre, lui paraissait une voix qui la jugeait, qui la condamnait. Kellen ne lui avait pas rendu visite. Il avait besoin de temps, se dit-elle, pour peser la pression de son conseil, la logique froide de la succession. Et la logique dictait qu'une Oméga sans nom, sans lignage, ne pouvait pas être reine. Elle était une erreur, une distraction. Le lendemain matin, le poids de son existence devint insupportable. Elena se sentait comme un fardeau, un obstacle à la stabilité que le roi Kellen chérissait tant. Sa présence mettait en péril le royaume, le roi lui-même qui, malgré tout, avait fait preuve d'une bonté insoupçonnée envers elle. La seule solution que son esprit, obscurci par le traumatisme et une faible estime de soi, pouvait concevoir, était de disparaître, de redevenir invisible, de fuir. Cette nuit-là, alors que la lune était à son zénith et que les gardes effectuaient leur ronde la plus éloignée, Elena se glissa hors de ses appartements. Elle n'emportait qu'un petit baluchon avec les vêtements les plus simples qu'elle avait trouvés et quelques pièces qu'elle avait gardées de ses jours en cuisine. Le château, autrefois un labyrinthe de peur, lui semblait maintenant une prison dorée dont elle avait désespérément besoin de s'échapper. Elle descendit par des couloirs sombres. Chaque ombre était un délateur potentiel, chaque son un écho de ses pas tremblants. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, un mélange de terreur et d'une étrange libération. Mais elle n'alla pas loin. En atteignant la cour principale, un passage sombre s'ouvrit devant elle. La silhouette imposante de Kellen émergea des ombres, lui barrant le chemin. Ses yeux bleus brillaient d'une intensité qui transperçait l'obscurité. Et en eux, Elena vit un mélange de douleur,
de confusion et d'une profonde déception. « Où crois-tu aller, Elena ?» Sa voix était basse, mais si ferme qu'elle fit vibrer les os d'Elena. Elle se recroquevilla, serrant le baluchon dans ses mains. « Je n'ai pas ma place ici, votre majesté. Je suis un fardeau, une oméga. Votre conseil a raison. Vous avez besoin d'une reine appropriée, une lican de lignage pour la stabilité du royaume, pour la pureté de votre meute. » Les mots sortirent en un flot précipité d'insécurité et de peur. « Ma place est dans les cuisines, pas dans ces appartements. Je ne fais que causer des problèmes. » Kellen fit un pas vers elle et Elena recula instinctivement. « Crois-tu que mon lien est un caprice, Elena ? Crois-tu que le sang qui me lie à toi est une simple fantaisie ?» Sa voix s'éleva légèrement, chargée d'une émotion brute qu'Elena ne lui avait jamais vue. « J'ai attendu des siècles mon âme sœur. Crois-tu que je la trouverais pour la laisser partir sur les paroles de quelques vieux loups qui ne voient que le passé ?» Il s'arrêta devant elle. Sa grande main s'étendit, non pas pour la toucher, mais pour pointer sa propre poitrine. « Ici, Elena, le lien ancestral brûle pour toi. Il en a toujours été ainsi, même avant que je ne te voie. J'ai senti la douleur quand on t'a blessée, la rage, parce que tu es mienne, ma compagne, et aucun conseil ni aucune tradition ne peut changer cela. » Elena le regarda, ses yeux pleins de larmes qui refusèrent de couler. La force de ses paroles, la conviction dans sa voix la submergèrent. Sienne, elle, une oméga sans rien. C'était trop. « Je ne comprends pas, votre majesté, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Parce que je ne suis personne, une nuisance. Mon passé est sombre, sale. Je ne suis pas digne de votre lien. » Kellen s'agenouilla, surprenant Elena par ce geste. Sa taille imposante se réduisit pour être à son niveau. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens et, dans leur profondeur, Elena vit une solitude qui résonnait avec la sienne. « Ton passé ne te définit pas, Elena, » dit Kellen. Sa voix était maintenant douce, presque une supplique. « Ta force, ton intelligence, ta compassion, c'est ce que je vois. Ta pureté n'est pas dans ton lignage, mais dans ton âme, et ta valeur est incalculable pour moi. » Il étendit lentement sa main, et cette fois, il prit celle d'Elena. Le contact envoya une décharge électrique à travers elle, une chaleur qui se propagea dans ses veines, dissipant un peu de sa peur. « N'ose pas fuir de moi, Elena, » continua Kellen, son pouce caressant doucement le dos de sa main. « Je ne permettrai plus jamais que tu te sentes seule ou indigne. Tu n'es pas un fardeau. Tu es mon avenir. Permets-moi de te prouver que tu n'es pas ce qu'on t'a fait croire. Permets-moi de guérir tes blessures. » Le moment fut une révélation. Il ne la protégeait pas seulement par obligation, mais par un désir profond et sincère. Le lien ancestral n'était pas seulement une revendication, c'était une promesse de guérison. Et à cet instant, une petite pointe d'inquiétude pour la solitude de Kellen, pour le poids qu'il portait, se fraya un chemin dans le cœur d'Elena, un indice que ses propres sentiments commençaient à se transformer, passant de la peur pure à quelque chose de plus complexe et de plus profond. Si la connexion entre Elena et Kellen vous captive, attendez de voir comment les limites de la tradition et de l'ambition seront défiées, car la véritable bataille pour leur amour ne fait que commencer. La conversation dans la cour principale avait été un tournant. Bien que la peur et l'insécurité nichaient toujours en Elena, la conviction de Kellen avait planté une graine d'espoir. Elle resta, mais la pression du conseil et l'hostilité de Serafina ne cessèrent pas. Lady Serafina, humiliée par l'échec de son précédent complot, opérait maintenant avec une ruse plus dangereuse. Elle ne pouvait pas attaquer directement Elena, pas sans risquer la colère de Kellen. Son objectif était désormais de déstabiliser le royaume, d'affaiblir le roi, puis, dans le chaos, d'éliminer Elena et de monter sur le trône. Elena, avec sa fine capacité d'observation, remarqua de petits détails. Serafina rencontrait en secret certains marchands étrangers et quelques membres mineurs du Conseil des Anciens, ceux qui s'étaient montrés les plus réticents au choix de Kellen. Leurs rencontres étaient furtives, dans les coins les plus discrets du château ou dans le village voisin, sous prétexte de courses ou de visites à des parents. Ces mouvements étaient trop calculés, trop fréquents pour être innocents. Une nuit, alors qu'elle se promenait dans le jardin, son insomnie la conduisit aux abords du château, près des remparts. Elle entendit des voix. Elle s'accroupit derrière des buissons, le cœur battant à tout rompre. C'était Serafina et Lord Valerius, l'un des anciens les plus influents. Des murmures. Le traité avec le royaume du Nord doit échouer. Les routes commerciales seront fermées. La meute souffrira. Kellen paraîtra faible. Ensuite, lorsque le mécontentement sera suffisant,
Le Conseil exigera son abdication, et l'Oméga sera la première à tomber. Helena sentit un froid glacial dans son estomac. Le traité avec le royaume du Nord était vital. Il assurait la paix et le flux de biens essentiels. S'il échouait, ce serait une catastrophe pour le royaume Lycan. Ce n'était pas seulement une intrigue contre elle, c'était une trahison envers le roi et tout son peuple. La situation était dangereuse, non seulement pour elle, mais pour l'avenir de tous. Le doute l'assaillit. Devait-elle le dire à Kellen? Révéler ce qu'elle avait entendu pourrait la mettre en grave danger. Séraphina était puissante, et ses alliés au Conseil n'hésiteraient pas à la faire taire. La voix de son traumatisme lui disait de se cacher, de rester en sécurité. Mais l'image de Kellen agenouillée, sa promesse de protection, sa vulnérabilité en avouant sa solitude, était gravée dans son esprit. Il lui avait fait confiance. Il l'avait défendue. C'était maintenant son tour. Rassemblant tout son courage, Helena attendit le moment opportun. Le lendemain, Kellen était en réunion avec ses généraux, discutant précisément des termes du traité du Nord. Helena, sous prétexte de servir le thé, s'approcha de lui. Leurs regards se croisèrent, et Kellen vit l'urgence et la peur dans les siens. « Votre Majesté », murmura Helena, sa voix à peine audible, « j'ai besoin de vous parler seule. C'est à propos du traité du Nord. » Kellen, d'un léger signe de tête, congédia ses généraux, qui sortirent de la salle avec une surprise évidente. Une fois seule, Helena déversa tout ce qu'elle avait entendu. D'une voix tremblante, elle détailla les réunions secrètes de Séraphina, ses conversations avec Valerius, le plan pour saboter le traité et affaiblir le roi. Elle n'omit rien, pas même le détail de sa propre mort planifiée. Kaelen écouta en silence, son visage devenant plus pétrifié à chaque mot. Quand Helena eut terminé, la tension dans la salle était presque insoutenable. « Es-tu sûre de cela, Helena ?» demanda Kellen, sa voix grave et dangereuse. « Les accusations de trahison sont les plus graves, et Lady Séraphina est une alpha-bêta d'une maison puissante. »« Je sais, » dit Helena en déglutissant, « mais je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il n'y a aucun doute. » Ses yeux supplièrent, implorant qu'il la croie. Kellen se leva, sa silhouette imposante projetant une ombre sur elle. Il se dirigea vers la fenêtre, le dos tourné à Helena, un tourbillon d'émotions invisibles pour elle. Il avait fait confiance à Helena, il lui avait donné sa protection. Et elle, une Oméga, avait déterré une trahison que ses propres espions, ses bêtas de confiance, n'avaient pas détectée. Sa ruse, sa loyauté, sa bravoure silencieuse avaient plus de valeur que n'importe quel lignage. « Merci, Helena », dit enfin Kellen, se retournant pour la regarder. Dans ses yeux, la glace avait été remplacée par une chaleur féroce, un mélange de fierté et d'une profonde gratitude. « Tu as fait preuve d'une loyauté dont beaucoup qui se vantent de leur sang lycan ne peuvent que rêver. » Il s'approcha d'elle, prenant cette fois son visage entre ses grandes mains. Le contact était doux, révérencieux. « Je te crois. Et je t'assure que Séraphina et ses complices paieront le prix de leur trahison. Et toi, tu seras toujours en sécurité. » La révélation d'Helena fut une tempête à la cour. Kellen, utilisant les informations qu'elle lui avait fournies, agit avec rapidité et ruse, tendant un piège à Séraphina et Valerius. Les détails de leur complot pour saboter le traité et déstabiliser le royaume furent exposés publiquement, laissant Lady Séraphina sans défenseur. Le scandale fut immense. Le Conseil des Anciens, honteux et furieux de la trahison qui menaçait leur propre influence, ne put protéger Valerius, qui fut dépouillé de son titre et exilé. Séraphina, bien que son lignage bêta la sauva de la peine capitale, fut bannie du château et des terres lycan, son nom sali à jamais. La cour, qui la méprisait auparavant, la regardait maintenant avec un mélange d'étonnement et d'un respect naissant. L'Oméga avait sauvé le royaume, ou du moins avait prévenu une crise majeure. Alors que cette histoire vous passionne, imaginez le pouvoir d'une connexion qui défie toutes les règles. Ne manquez pas ce que le destin réserve à Helena et Kellen. Mais la victoire avait un coût. La mise au jour du complot de Séraphina avait révélé un réseau de mécontentement plus large que ce que Kellen avait imaginé, avec d'autres alphas de clans rivaux observant avec avidité la faiblesse interne du château nocturne. L'audace d'Helena avait fait taire ses critiques internes, mais avait allumé un nouveau type de danger, un danger qui rôdait aux frontières du royaume. La stabilité avait été restaurée, oui, mais la paix était fragile. Et la question de l'avenir d'Helena, de l'Oméga qui avait sauvé le royaume, restait sans réponse dans l'esprit de beaucoup. Le lien ancestral entre elle et Kellen s'était renforcé à chaque épreuve, mais le monde extérieur et le destin lui-même étaient sur le point de leur lancer leur plus grand défi.
L'expulsion de Lady Seraphina avait apporté un calme momentané, mais pour Elena, c'était une paix fragile, comme du cristal. Elle avait sauvé le royaume d'une trahison interne. Oui, mais sa bravoure l'avait exposée à un danger encore plus grand. La meute, autrefois divisée entre la moquerie et la curiosité, l'observait maintenant avec un mélange de respect et d'une nouvelle sorte de crainte. Une oméga, une simple servante, avait démasqué une puissante bêta. C'était inouï, perturbant pour l'ordre établi. Et tandis que certains la voyaient comme une héroïne, d'autres, en particulier les clans Lycans externes, qui avaient toujours envié le pouvoir de Kaelen, la voyaient comme une faiblesse, un point vulnérable chez le formidable roi de la lune cramoisie. Le lien ancestral entre Kaelen et Elena, qui pour lui était une vérité aussi solide que les montagnes, était pour le reste du monde une anomalie. Les anciens, bien que réduits au silence par la honte de la conspiration de Seraphina, restaient inquiets. Leur silence était un écho de leur désapprobation. Le royaume avait besoin d'une lune, d'une reine de sang pur, d'une figure de force inébranlable et de lignage irréprochable pour faire face aux menaces extérieures croissantes. Et Elena, malgré ses actes, ne remplissait pas ces conditions. Elena sentait le poids de ses attentes et l'hostilité persistante. Le traumatisme de son passé, la croyance enracinée qu'elle n'était pas digne, se ravivèrent. Comment pourrait-elle, une oméga marquée, devenir un jour la lune d'un roi si puissant? Comment pourrait-elle s'unir à lui si son existence même semblait déstabiliser le royaume? Les doutes l'assaillaient la nuit, lui volant son sommeil. Elle se sentait comme un navire à la dérive, s'accrochant à la seule ancre qu'était Kaelen, mais craignant de l'entraîner, lui et son peuple, dans la tempête. Kaelen, de son côté, sentait la tension croissante. Le lien avec Elena s'était renforcé. Il vibrait avec une intensité qui était à la fois un réconfort et un fardeau. Son amour pour elle était inébranlable, sa protection absolue, mais il ne pouvait ignorer les signes. Rumeurs d'incursions aux frontières, petites attaques de clans renégats qui mettèrent ses défenses à l'épreuve. Tout indiquait que l'élimination de Seraphina avait ouvert une fenêtre d'opportunité pour ses ennemis. Il devait unir sa meute, consolider son pouvoir, et la présence d'Elena, sa compagne bien-aimée, était un point de controverse. Un après-midi, alors que Kaelen et Elena se promenaient dans les jardins du château, les loups de Kaelen les suivaient à une distance respectueuse. C'étaient de magnifiques créatures, au pelage sombre et aux yeux intelligents, et ils avaient toujours accepté Elena avant même la cour. Ils s'approchèrent d'elle, leur museau effleurant sa main, un geste d'affection et de reconnaissance qui était parfois le seul réconfort pour Elena. Kaelen l'observa, et une profonde tendresse inonda ses yeux. « Les loups t'acceptent, Elena », dit-il de sa voix profonde. « Ils te voient comme je te vois, leur reine, ma lune. » Elena sourit tristement, caressant la tête de l'un des loups. « Ils ne connaissent pas les règles, votre majesté. Ils ne connaissent ni le lignage, ni les attentes de votre peuple, ni le poids de la couronne. » Son regard se perdit au loin. « Je crains d'être un problème dont vous n'avez pas besoin. Les attaques à la frontière, l'inquiétude des anciens, j'ai l'impression que tout cela est à cause de moi. Si je pars, peut-être que la paix reviendra. » Kaelen s'arrêta devant elle, ses grandes mains prenant les siennes. « Ne prononce plus jamais ces mots, Elena. Tu n'es pas un problème. Tu es mon âme sœur, et sans toi, ce royaume n'aurait pas de véritable cœur. Les attaques sont le fait de lâches qui cherchent une faiblesse, pas une raison. Et mon lien avec toi est ma force, pas ma faiblesse. » Son regard était si intense qu'Elena sentit ses défenses fondre. « J'ai gouverné seule pendant des siècles, Elena. La solitude est une prison plus froide que n'importe quel cachot. Toi, tu es ma chaleur, mon foyer. N'ose pas penser que tu pourrais partir. » La peur d'Elena ne disparut pas, mais la chaleur de ses mains, la force de ses paroles lui donnèrent un peu de courage. Elle réalisa que Kaelen, le roi le plus puissant des Lycans, était aussi un être qui sentait le fardeau de la solitude, et qu'elle, une oméga, était son ancre. Cette compréhension, la réciprocité du besoin, unit encore plus leurs âmes. Si cette connexion vous émeut autant que nous, ne manquez pas le chapitre suivant, où le destin, ou peut-être une ancienne prophétie, révélera la véritable identité d'Elena. Alors que le lien ancestral entre Elena et Kaelen s'approfondissait, les menaces extérieures s'intensifiaient. Les clans renégats, dirigés par un alpha brutal nommé Lord Vorlag, un lycan des montagnes de l'Est, virent dans la situation du château nocturne une occasion en or. L'expulsion de Seraphina avait laissé un vide de pouvoir et semé la méfiance parmi les nobles. Vorlag,
avec l'aide de quelques déserteurs et mercenaires lycans, commença à planifier une attaque directe contre le château. Son objectif était double: voler les trésors royaux et, plus important encore, capturer la protégée du roi, l'Oméga qui était devenu son point faible. Une nuit, au milieu d'une tempête de neige qui balayait les montagnes environnantes, le plan de Vorlag se mit en marche. Un groupe de ses guerriers, silencieux comme des fantômes, réussit à s'infiltrer dans le château par un passage secret connu de quelques-uns seulement, et que Séraphina, dans son exil, leur avait révélé. Leur objectif était clair: Helena. Ils la surprirent dans ses appartements, où elle lisait en silence, ignorant le danger imminent. Le cri de ses gardes personnels, submergé par le nombre, fut la seule chose qui l'alerta. Helena se battit avec une férocité qu'elle ne se connaissait pas. Ses années d'agilité en cuisine, son instinct de survie s'activèrent. Elle esquiva un coup, donna un coup de pied à l'un de ses ravisseurs, mais ils étaient trop nombreux. Les renégats la maîtrisèrent, la bâillonnant et lui bandant les yeux avant de la traîner dans les passages sombres. L'un d'eux, avec une cruauté sadique, planta ses griffes dans son bras, laissant une blessure profonde qui saignait abondamment. La douleur était insupportable, mais la terreur de l'inconnu, d'être arraché à la protection de Kaelen, était encore plus grande. L'enlèvement d'Helena déchaîna la fureur lycane de Kaelen avec une intensité jamais vue auparavant. Le lien ancestral brûlait dans sa poitrine comme un feu infernal, une douleur aiguë et lancinante qui lui annonçait la souffrance de sa compagne. Il pouvait sentir sa peur, sa douleur, son désespoir. La rage pure obscurcit son jugement, le transformant en un prédateur implacable. Ses yeux, normalement d'un bleu glacial, brillaient maintenant d'un rouge cramoisi. Kaelen, transformé en un loup géant, plus grand et plus féroce que n'importe quel autre de sa meute, mena la recherche. Ses hurlements de fureur résonnèrent dans les vallées, appelant tous les loups et guerriers de la lune cramoisie. La piste du sang d'Helena, l'odeur de son angoisse le guidait à travers la forêt glacée. Les guerriers lycans, inspirés par la fureur de leur roi, se mobilisèrent avec une vitesse létale. La chasse avait commencé. Helena fut emmenée dans une cabane isolée au fond d'une forêt enneigée, une cachette temporaire de Vorlag. Ses ravisseurs, sous les ordres de leur alpha, l'attachèrent à une chaise, ses blessures la lançant à chaque mouvement. Vorlag entra dans la cabane. Sa silhouette imposante planait au-dessus d'elle. Ses yeux, remplis d'une malice froide, l'inspectèrent de la tête aux pieds. « Alors, c'est ça, le joyau du roi !» grogna-t-il, sa voix rauque. « Une simple Oméga, pathétique. Ça va mettre Kaelen à genoux. » Il rit, un rire cruel qui fit frissonner Helena. Mais Helena, malgré sa terreur, se souvint des paroles de Kaelen. « Ta force, ton intelligence, ta compassion, c'est ce que je vois. » Une étincelle de défi s'alluma dans ses yeux. Elle n'était pas une simple Oméga. Elle était la protégée du roi, son lien, et elle ne donnerait pas à Vorlag la satisfaction de l'avoir complètement brisée. La cabane trembla. Les hurlements des loups résonnèrent à l'extérieur, suivis par le fracas de la bataille. Kaelen était arrivé. L'espoir s'alluma dans la poitrine d'Helena, une lumière brillante dans l'obscurité. Vorlag, avec un regard furieux, se prépara à la défense. Ces hommes furent rapidement submergés par la meute de Kaelen, qui se battait avec la fureur de leur roi. Kaelen fit irruption dans la cabane, sa forme de loup géant remplissant l'espace. Ses yeux cramoisis se fixèrent sur Helena, attachée et blessée. Un rugissement de douleur et de rage s'échappa de sa gorge. Il se jeta sur Vorlag avec une férocité inégalée. La bataille entre les deux alphas lycans fut un tourbillon de griffes et de crocs. Kaelen, poussé par le lien ancestral et l'amour pour Helena, se battit avec une intensité qui surpassait celle de son adversaire. La victoire revint à Kaelen. Vorlag fut vaincu, son corps inerte sur le sol de la cabane. Kaelen, reprenant sa forme humaine, s'approcha d'Helena. Ses yeux, bien que brillants encore de la fureur résiduelle de la bataille, se remplirent d'une tendresse écrasante en la voyant. Il défit ses liens avec des mains tremblantes, son pouce effleurant son visage couvert de suie et de larmes. Il la prit dans ses bras, son corps grand et fort l'enveloppant d'une protection absolue. Le sauvetage fut un acte d'amour et de pouvoir qui secoua les fondations du royaume. Kaelen avait prouvé, au-delà de tout doute, qu'il ne permettrait à personne de toucher à Helena. Son amour pour elle n'était pas un caprice, mais la force qui animait le roi de la lune cramoisie. La cour, les anciens, les clans rivaux, tous furent témoins de la puissance de ce lien ancestral. Helena avait été sauvée, mais son corps était blessé, et son esprit, bien que renforcé, portait encore des cicatrices. Le chemin de la guérison serait long,
et les révélations à venir changeraient non seulement son destin, mais aussi l'avenir de tout le royaume Lycan. L'air dans les appartements royaux sentait les herbes médicinales et le doux parfum des fleurs que Kaelen envoyait quotidiennement. Elena était allongée dans son lit, le corps endolori par les blessures de l'enlèvement et l'esprit épuisé par l'expérience. Le bras, où les griffes des renégats avaient déchiré sa peau, était maintenant bandé et guérissait lentement sous les soins des meilleurs guérisseurs du royaume. Mais les blessures invisibles, celles de l'âme, étaient plus difficiles à suturer. La terreur de la cabane isolée, le regard cruel de Lord Vorlag, le sentiment d'être complètement sans défense, tout cela se nichait dans son esprit la nuit, lui volant son sommeil. Kaelen ne la laissait pas seule. Il passait des heures à ses côtés, sa silhouette imposante assise sur une chaise près du lit, lisant des parchemins ou la regardant simplement. Sa présence était une ancre, un rappel constant qu'elle était en sécurité. Ses yeux, autrefois pleins de la fureur de la bataille, irradièrent maintenant une tendresse qui faisait fondre la glace dans le cœur d'Elena. Il lui racontait des histoires du royaume, des anciennes traditions Lycan, des vastes forêts et des légendes de son peuple. Il ne la pressait pas, n'exigeait rien d'elle, lui offrant seulement sa protection inébranlable et sa patience infinie. Peu à peu, Elena commença à faire confiance. « J'ai eu si peur, Votre Majesté », murmura-t-elle un après-midi, sa voix à peine audible. « Je pensais que je ne vous reverrais plus jamais, que je redeviendrais cet oméga invisible qui ne manquerait à personne. » Les larmes qu'elle avait contenues si longtemps jaillirent enfin, un torrent de douleur et de soulagement. Kaelen, d'un mouvement doux, s'assit sur le bord du lit et l'attira contre lui. Son bras fort et protecteur autour d'elle, Elena se blottit contre sa poitrine, sentant le rythme régulier de son cœur, la chaleur de son corps. L'odeur de forêt et de pouvoir qui émanait de lui l'enveloppa, un baume pour son âme blessée. « Plus jamais, Elena » murmura Kaelen, sa voix rauque d'émotion. « Plus jamais tu ne seras seule, plus jamais tu ne seras invisible pour moi. Mon lien ancestral te réclame, et avec lui, ma protection. Tu es mon âme sœur, ma lune, et l'enfer lui-même ne pourrait t'arracher à mes côtés. » Dans cette étreinte, Elena réalisa que sa peur de la visibilité, de l'intimité, était érodée par la force et la pureté de l'amour de Kaelen. Il ne la voyait pas comme une oméga marquée, mais comme son tout. Ses paroles, sa présence, ses gestes, tout parlait d'une dévotion qu'elle n'aurait jamais cru possible dans sa vie passée. Le lien ancestral qui lui avait autrefois causé confusion et peur brûlait maintenant d'une chaleur réconfortante dans sa poitrine, répondant au sien. Pendant qu'Elena se rétablissait, le royaume restait dans un calme tendu. La défaite de Vorlag avait été un message clair pour les clans renégats, mais avait aussi exposé la vulnérabilité du château. Kaelen, avec l'aide d'Elena, avait commencé une enquête plus approfondie sur le réseau de corruption que Serafina avait cultivé. Les observations aiguës d'Elena, sa connaissance des dynamiques internes du château et des petites rancœurs entre les serviteurs et les gardes furent inestimables. Ils découvrirent que Serafina n'avait pas seulement cherché le trône pour elle-même, mais qu'elle avait vendu des informations sur les défenses du royaume à des factions externes, cherchant à affaiblir Kaelen pour ensuite prendre le pouvoir lors d'un coup d'État. La trahison était plus profonde et plus étendue qu'on ne l'avait imaginé. Chaque jour qui passait, Elena se sentait plus forte, plus sûre de sa place aux côtés de Kaelen. Sa voix, autrefois un murmure, s'élevait maintenant avec une confiance naissante. Elle commença à participer activement aux réunions du conseil privé de Kaelen. Ses observations sur les besoins du peuple, sur les petites injustices qui passaient inaperçues pour la noblesse, étaient écoutées et appréciées. Kaelen la consultait, faisant confiance à son jugement, à son humanité. La cour, bien qu'encore réticente, ne pouvait nier la valeur d'Elena. Ses actes, son intelligence, s'étaient avérés aussi cruciaux que la force de n'importe quel guerrier lycan. Alors que cette histoire vous passionne à chaque révélation, demandez-vous si vous êtes prêt à découvrir un secret ancestral qui changera tout ce que vous croyez savoir sur Elena. Au milieu de cette quête de vérité et de consolidation du royaume, un vieux bibliothécaire lycan, Lord Elara, un sage ancien qui avait servi la lignée de Kaelen depuis des générations, s'approcha du roi avec un tome poussiéreux couvert de symboles archaïques. Il avait fait des recherches sur les origines du lien ancestral de Kaelen. Intrigué par la nature inhabituelle de sa connexion d'âme avec une oméga, Kaelen avait mentionné la force inexplicable du lien, même avant de connaître Elena, un sentiment de destinée qui l'avait poursuivi pendant des siècles. « Votre Majesté », dit Elara d'une voix tremblante d'émotion, «
J'ai trouvé quelque chose, une ancienne prophétie que nous pensions perdue. Elle fait référence à une oméga de la lune. Kaelen fronça les sourcils. Oméga de la lune? Qu'est-ce que cela signifie, Elara? L'ancien ouvrit le tome. Ses doigts tremblaient en désignant un passage. La prophétie parle d'une oméga née sous l'influence directe de la lune cramoisie. Une qui possédera une connexion unique avec sa magie. Elle ne sera pas une oméga ordinaire, mais une gardienne d'un pouvoir latent, capable d'éveiller la force la plus profonde de la lune chez l'alpha auquel elle se lie. Son existence est rare, une tous les millénaires, et son arrivée annonce une ère de grande puissance ou de grands conflits pour le royaume. Les yeux d'Elara se posèrent sur Elena, qui écoutait en silence, le cœur battant à tout rompre. Et il y a une marque, une tache de naissance en forme de croissant de lune cachée dans un endroit discret. Elena sentit un frisson à la base de son cou, juste là où ses cheveux se terminaient. Cachée pendant des années sous son foulard de cuisine, et maintenant par ses longues mèches brunes, elle avait une petite cicatrice blanche en forme de croissant de lune. C'était une tache de naissance, un détail insignifiant qu'elle n'avait jamais montré à personne, pas même au guérisseur, après l'attaque de Damian. Elle avait cru que c'était une imperfection, une autre raison de se cacher. Maintenant, le regard de Kaelen et d'Elara la transperçait. Kaelen s'approcha d'Elena, ses mains écartant doucement ses cheveux. Elle était là. La cicatrice blanche, la forme indubitable d'un croissant de lune. « Tu es l'oméga de la lune », murmura Kaelen, sa voix pleine d'étonnement. La révélation tomba comme une bombe à la cour. Quand Kaelen annonça la prophétie et la preuve de la cicatrice d'Elena, les anciens, qui avaient été ses plus féroces critiques, restèrent silencieux. Elara présenta d'anciens parchemins et runes, confirmant l'authenticité de la prophétie. La simple oméga n'était pas une intruse, mais une figure d'un destin ancestral, une source de pouvoir. Le lien de Kaelen n'était pas une erreur, mais une prédestination qui, selon la prophétie, renforcerait le royaume comme jamais auparavant. Cela légitima sa position d'une manière que la force ou la noblesse n'auraient jamais pu le faire. Les murmures de mépris s'éteignirent, remplacés par un mélange d'étonnement et d'une nouvelle déférence. Mais cette révélation amena également un nouveau et terrible danger. La prophétie de l'oméga de la lune avait été gardée secrète pour une raison. Le pouvoir d'un alpha Lycan uni à une oméga de la lune était immense, une force qui pourrait changer l'équilibre du pouvoir sur tout le continent. Les factions externes qui avaient entendu les rumeurs de l'anomalie de Kaelen comprenaient maintenant la vérité. Elles ne voulaient ne plus seulement déstabiliser le royaume, elles voulaient contrôler Elena, exploiter son pouvoir ou la détruire si elles ne pouvaient pas la soumettre. Une nouvelle attaque, plus grande et plus coordonnée que celle de Vorlag, fut lancée contre le château nocturne. Cette fois, ce n'étaient pas seulement des mercenaires, mais des clans lycans rivaux dirigés par des alphas qui convoitaient le pouvoir de la lune cramoisie. Le siège fut brutal. Les murs du château tremblèrent sous l'assaut. Kaelen, transformé en sa forme de loup géant, se battit en première ligne, sa fureur protégeant sa meute. Elena, bien qu'en sécurité dans les appartements intérieurs, sentait la résonance de la bataille à travers le lien ancestral. Elle pouvait sentir la douleur de Kaelen, l'angoisse de son peuple. Soudain, une vague d'énergie l'envahit. La pleine lune, brillant intensément à travers la fenêtre, sembla pulser à l'unisson avec son cœur. La cicatrice sur son cou commença à brûler. Elena sentit une force grandir en elle, une énergie pure et brute qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était la magie lunaire de la prophétie qui s'éveillait. Elle se leva, ses yeux brillants d'une lumière argentée. Les assaillants avaient réussi à enfoncer l'une des portes principales et Kaelen était acculée, combattant plusieurs alphas à la fois, épuisée par la bataille. Elena, poussée par un instinct primaire et l'amour pour Kaelen, courut vers lui. Elle ignora les gardes qui tentèrent de l'arrêter. En arrivant dans la cour, où la bataille était la plus féroce, elle leva les mains. Une lumière argentée jaillit de son corps, une vague d'énergie lunaire qui se propagea dans toute la cour. Les ennemis tombèrent au sol, leur corps paralysé par une force invisible, leur pouvoir drainé. Mais l'effort était immense. L'énergie la consumait. Chaque fibre de son être était étirée à la limite. L'éclat argenté s'intensifia, et Elena sentit qu'elle s'évanouissait, sa vie même s'écoulant avec le pouvoir qu'elle libérait. Elle voulait le protéger. Elle voulait protéger Kaelen, son peuple, son royaume. C'était un acte de sacrifice pur, son corps un vaisseau pour la magie de la lune. Kaelen, libéré de ses attaquants, la vit. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Le lien ancestral lui criait le danger, la perte imminente.
Elena était sur le point de se sacrifier. Avec un rugissement désespéré, il courut vers elle, sa forme se déplaçant avec une vitesse surnaturelle. Il l'atteignit juste au moment où l'éclat lunaire menaçait de la consumer entièrement. Il la serra dans ses bras, son propre corps la protégeant, sa propre force liquant absorbant une partie de l'excès d'énergie, l'ancrant à la vie. « Elena, non !» Sa voix résonna d'une terreur viscérale. « N'ose pas partir, j'ai besoin de toi. Le royaume a besoin de toi. » La lumière diminua, et Elena tomba inconsciente dans ses bras. Épuisée, mais vivante. Kaelen la tint avec un désespoir écrasant, son cœur battant de la peur de l'avoir perdue, de l'immense fierté pour sa bravoure et le pouvoir qu'elle avait déchaîné. Elle avait prouvé sa valeur, sa place en tant qu'Oméga de la Lune, protectrice du royaume, mais le coup avait été presque fatal. La bataille a été gagnée, mais la cicatrice de la Lune, maintenant brillante sur sa peau, était un rappel constant du pouvoir latent qu'Elena avait libéré et du destin qui l'attendait. Le souffle glacé de la pleine lune s'était dissipé, remplacé par la chaleur réconfortante du feu qui crépitait dans la cheminée des appartements d'Elena. Elle était allongée dans son lit, le corps épuisé mais vivant. La cicatrice de la lune sur son cou, qui était autrefois une marque cachée, brillait maintenant d'une faible lueur argentée, un témoignage de la force primordiale qu'elle avait déchaînée. Kaelen ne quittait pas son chevet, ses grandes mains tenaient la sienne. Ses yeux bleus, remplis d'un soulagement écrasant, ne quittèrent pas son visage. C'était un moment de perte quasi certaine, un souffle au bord de l'abîme, et la terreur de Kaelen pour sa compagne avait été palpable. Pendant que les guérisseurs s'efforçaient de restaurer ses forces, Elena sentit le lien ancestral vibrer avec une intensité jamais connue auparavant. C'était une symphonie d'émotions, l'amour, l'inquiétude et l'immense fierté de Kaelen pour sa bravoure. Mais elle sentait aussi un nouveau courant en elle-même, une connexion profonde avec la lune et avec l'essence même de son être liquant. Elle n'était plus seulement une oméga, elle était l'oméga de la lune, une force à part entière, et ce pouvoir qui l'avait presque consumée la faisait maintenant se sentir complète, digne. La voix de son traumatisme, qui lui avait murmuré indignité et peur, s'était tue. Elle s'était battue, elle avait saigné, elle avait sacrifié sa propre énergie vitale pour protéger Kaelen et son royaume, et dans cet acte, elle avait embrassé sa véritable valeur. La nouvelle du pouvoir d'Elena se répandit dans le royaume comme une traînée de poudre. Les lycans qui avaient douté d'elle, qui l'avaient vue comme une simple intruse, la regardèrent maintenant avec un mélange de révérence et d'émerveillement. Son acte de sacrifice avait sauvé le château, repoussé les alphas rivaux et prouvé que la prophétie n'était pas seulement une légende, mais une vérité vivante. Le Conseil des Anciens, réuni en session spéciale, ne put nier l'évidence. Lord Elara présenta d'autres tomes et parchemins, confirmant l'ancienneté de la prophétie et l'authenticité d'Elena en tant qu'Oméga de la Lune. La pureté du sang, la tradition, le lignage, tout cela pâlissait devant le pouvoir indéniable de la Lune qui coulait à travers elle. Les doutes se dissipèrent, remplacés par l'acceptation. Après le rétablissement d'Elena, Kaelen l'amena devant le conseil et la cour, sa main reposée fermement sur le dos d'Elena, un geste de possession et de soutien. Les yeux de Kaelen parcoururent la salle, s'arrêtant sur chaque visage, s'assurant que le message était clair. « Elara nous a révélé la vérité », commença Kaelen, sa voix résonnant d'une autorité inébranlable. « Elena est l'oméga de la lune, une bénédiction pour notre royaume et pour notre meute. Son pouvoir a sauvé nos vies et notre foyer. Son lignage n'est pas dans le sang, mais dans la magie qui coule dans ses veines. Une connexion avec la lune cramoisie elle-même. Elle a prouvé sa valeur, sa loyauté, son cœur. Il n'y en a aucune autre qui puisse être ma lune, aucune autre qui soit digne de porter la couronne de ce royaume. » Il regarda Elena, ses yeux bleus brûlant d'une émotion brute. « Je ne l'ai pas choisie pour son pouvoir, mais pour son esprit, son intelligence et sa compassion. Mais maintenant, avec ce pouvoir déchaîné, sa place à mes côtés est incontestable. » La cour resta silencieuse, absorbée par l'ampleur de la révélation. L'Oméga invisible était devenu la figure la plus puissante du royaume, et son destin était entrelacé avec celui de son roi, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Les intrigues secondaires furent résolues avec une efficacité brutale. Les complices de Séraphina au conseil furent dépouillés de leurs titres et exilés, leurs noms effacés des registres. Lady Séraphina, dans son exil, fut condamnée à vivre comme une errante. Son ambition brisée, son pouvoir perdu. Les factions externes qui avaient tenté de profiter de l'instabilité du royaume furent repoussées,
leur chef vaincu par la fureur combinée de Kaelen et du pouvoir lunaire d'Helena. Un après-midi, Kaelen emmena Helena dans une clairière secrète de la forêt. Sous la lumière argentée de la pleine lune, les loups de Kaelen les suivaient à une distance respectueuse, leurs yeux brillant dans l'obscurité. L'air était frais et sentait le pin et la terre humide. Kaelen s'arrêta sous un chêne ancien, ses branches noueuses s'entrelaçant comme des bras protecteurs. Il se tourna vers Helena, ses grandes mains prenant les siennes. Dans ses yeux, Helena vit non seulement l'amour d'un roi pour sa compagne, mais la dévotion d'une âme pour son autre moitié, une connexion qui transcendait le pouvoir et le lignage. « Helena », commença Kaelen, sa voix profonde et solennelle, « je t'ai aimée dès l'instant où mon lien ancestral t'a réclamé, même avant de te voir. Je t'ai protégée avec la fureur de mon espèce. Je t'ai appréciée pour ton esprit vif, pour ton cœur compatissant, pour ton esprit inébranlable. Tu as guéri les blessures de ma solitude. Tu as apporté la lumière à mon royaume. Tu n'es pas seulement l'oméga de la lune. Tu es la femme qui a volé mon cœur et sauvé mon âme. » Il s'agenouilla sur un genou, un geste qui coupa le souffle à Helena, le roi le plus puissant des Lycans agenouillé devant elle, l'oméga qui fut autrefois invisible. « Helena, mon âme sœur, ma lumière, me ferais-tu l'honneur d'être ma reine? Pas seulement pour le lien, pas seulement pour la prophétie, mais parce que je t'aime de chaque fibre de mon être et que je veux passer l'éternité à tes côtés, gouvernant ensemble, construisant un avenir pour notre peuple. » Des larmes jaillirent des yeux d'Helena, des larmes de joie et d'une profonde gratitude. Les derniers doutes, les dernières cicatrices du traumatisme se dissolvirent dans la chaleur de son amour. Elle s'était sentie indigne, invisible, un fardeau, mais Kaelen la voyait, l'appréciait, l'aimait pour tout ce qu'elle était. « Oui, Kaelen, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Oui, je serai ta reine, je t'aime. » Si cette histoire d'amour et de dépassement de soi vous a coupé le souffle, le point culminant final vous laissera sans voix. L'union d'Helena et de Kaelen deviendrait une légende. Le mariage Lycan fut un événement majestueux sans précédent dans l'histoire du royaume. Des Lycans de tous les clans, et même quelques émissaires de royaumes voisins, se rendirent au château nocturne pour assister à l'union du roi Kaelen et de son oméga de la lune. Helena, vêtue de la plus fine soie, une robe couleur argent qui reflétait la lumière de la lune, ses cheveux bruns lâchés et ornés de petites fleurs blanches, s'avança vers l'autel. Son visage, illuminé par un sourire radieux, montrait la force et la grâce qu'elle avait cultivées. La cicatrice de la lune sur son cou, maintenant visible et brillante, était un symbole de son destin et de son pouvoir. Kaelen l'attendait, imposant et majestueux dans ses tenues royales. Ses yeux bleus brillaient d'un bonheur que peu avaient vu chez le roi de la lune cramoisie. Lorsque leurs mains se joignirent, le lien ancestral entre eux fut scellé par un pouvoir qui résonna dans toute la salle, un écho de la magie de la lune. Les loups de Kaelen hurlèrent en célébration, un chœur ancestral qui scellait leur acceptation. La cérémonie fut dirigée par Lord Elara, qui récita les anciennes bénédictions Lycan et proclama la prophétie de l'oméga de la lune. Quand Kaelen la couronna, plaçant le diadème d'argent et de pierre de lune sur sa tête, le cri de « Longue vie à la reine Helena de la lune cramoisie » résonna dans tout le château. L'oméga invisible était devenue la reine la plus puissante, sa valeur publiquement reconnue, son amour pour Kaelen proclamé devant le monde. Des années plus tard, le château nocturne prospérait sous le règne de Kaelen et d'Helena. La reine Helena, avec son intelligence et son cœur compatissant, gouvernait sagement aux côtés de son roi. Sa perspective, forgée à la base de la société, lui permettait de voir les besoins de tout son peuple, pas seulement de la noblesse. Son pouvoir lunaire, maintenant contrôlé et compris, était une source de force pour le royaume, une bénédiction pour les terres et pour son peuple. Leurs jeunes enfants Lycans, avec les yeux de Kaelen et le sourire d'Helena, coururent dans les couloirs du château, une preuve vivante du lien ancestral qui les avait unis. Helena, l'oméga qui fut autrefois invisible, qui croyait que sa vie n'avait aucune valeur, avait trouvé non seulement un lieu sûr où appartenir, mais un trône, un amour et une famille. La cicatrice de la lune sur son cou n'était pas un rappel de la violence, mais un symbole de sa force, de sa résilience et de l'amour inébranlable qui l'avait élevé des ombres à la lumière. Son histoire devint une légende, un témoignage que le véritable amour peut surmonter n'importe quelle barrière de classe, de traumatisme ou de destin, et que la véritable royauté ne se trouve pas dans le sang, mais dans le cœur. Si cette incroyable traversée d'amour, de pouvoir et de destin vous a touché au plus profond de votre âme,
N'oubliez pas de la partager avec ceux qui croient aussi en la magie des secondes chances et au pouvoir du véritable amour pour transformer non seulement un individu, mais tout un royaume.